La genèse de cet ouvrage qui s'appelle « L'écriture est un exil » est la suivante. J'ai de multiples vies depuis un certain nombre d'années. Et l'écriture est une part qui a été constante chez moi. Mais j'ai d'abord commencé par l'écriture fictionnelle quand j'étais jeune adolescente et puis jeune femme. Et puis, pour X raisons que vous découvrirez peut-être dans cet ouvrage, j'ai mis mon écriture au service du documentaire plutôt. Je dirais du documentaire, c'est-à-dire que c'est une écriture qui était au service pour décoder, pour raconter le hors-champ d'une photographie ou deux photographies qui sont celles de Reza. Et d'autres projets. Et chemin faisant, pendant 30 ans, indépendamment de ce travail de documentaire, d'écriture documentaire, j'ai dirigé des projets culturels, d'exposition, de documentaires pour Arte, pour National Geographic, etc., etc. Donc j'ai mené tout ce cheminement de direction éditoriale sur un certain nombre de projets. J'ai travaillé avec beaucoup d'éditeurs en tant que... donc, on a travaillé, Reza et moi, sur à peu près ensemble 35 ouvrages, dont la plupart étaient demandés par des éditeurs, Haute Gallimard et d'autres éditeurs. Et puis, pendant les dernières années, je commençais à être... le monde de l'édition avait changé, me semblait pas correspondre à mes propres valeurs, sans doute pris par une course à la publication, enfin. J'ai décidé en 2023 de lancer ma propre maison d'édition qui pour le moment s'adosse encore économiquement, qui est un établissement secondaire de mon agence, l'agence Webistan, tant qu'elle n'est pas autonome économiquement. Pourquoi donc j'ai lancé cette maison d'édition en publiant le premier ouvrage Alba Petra, Fragments d'humanité dans un village du monde, donc de Pierre, en décembre 2023. Et un jour de novembre 2023, je partais en écriture fictionnelle puisque j'étais en train d'écrire le deuxième tome de ma trilogie. Le deuxième tome s'appelle Débordement. Donc je partais en Camargue pour écrire. Et dans le train, j'ai commencé à écrire une lettre à mon équipe en expliquant pourquoi j'allais créer une maison d'édition. Bon, je pensais écrire une lettre, une page, 2 pages, un email, l'envoyer, et puis c'est tout. Voilà pourquoi je voulais créer cette maison d'édition. Pourquoi j'allais finalement... à la fois les embarquer, même si c'est une toute petite équipe, et à la fois leur expliquer que bah oui, économiquement, il allait falloir suivre quand même. Donc qu'il allait falloir qu'on fasse plein d'autres projets pour que cette maison d'édition existe. Et puis en arrivant en Camargue, j'installe mon univers, ma cartographie des personnages, ma cartographie des situations, de mon deuxième tome, tout est installé. J'arrive pas à écrire, j'arrive pas à continuer le récit de mon deuxième tome. Et cette lettre me hante. Et donc je continue. Et je ne fais finalement les 5 jours qui me sont alloués de liberté d'écriture, je les consacre à cette lettre-là qui commence à grandir et voilà. Donc novembre 2023, décembre 2023, je lance cette maison d'édition, puis il y a plein d'autres choses, j'ai plein d'autres vies de femme, de maman, de tout. Et donc le temps qui m'est alloué à l'écriture est pas très important. Et à chaque fois que je retourne en écriture, cette lettre me hante. Et cette lettre grossit, et puis devient des chapitres, et puis voilà. Et donc on se retrouve presque un peu moins de 2 ans après. La lettre est devenue un ouvrage, un livre qui vient d'être donc publié. Et qui explore, où en fait j'ai exploré non pas juste pourquoi je lance une maison d'édition, parce que cette maison d'édition c'est la fin d'un cheminement qui a commencé par la découverte de la lecture et du monde des livres enfants.
Et en fait, cet ouvrage-là, L'écriture est un exil, c'est comment de l'apprentissage de la lecture, de la découverte du monde des livres, puis tout à coup de l'entrée en écriture adolescente, et puis toutes ces phases-là, comment j'ai cheminé jusqu'à créer une maison d'édition. Donc ce livre, c'est une danse, c'est un récit qui explore les différentes étapes qui m'ont amené à monter cette maison d'édition, cette étape de vie avec le livre et l'écriture au cœur. Pourquoi l'écriture est un exil et pourquoi le mot exil ? Ça m'a été demandé, parce que tout le monde m'a dit, mais quand même l'exil c'est dur. Un exil n'est pas forcément dur. Un exil peut être choisi. Un exil n'est pas forcément... Un exil peut être le choix d'un refuge, d'un ailleurs. L'exil, pour moi, c'est sortir de ma vie très passionnante et riche, et de toutes mes occupations et de toute ma partie créative aussi, et de rentrer dans un espace qui est un refuge, qui est le mien, que j'ai choisi, qui est donc un exil. Je m'exile de mon autre vie pour rentrer dans celle de l'écriture. Voilà, d'où l'exil, d'où l'écriture est un exil. Je vais vous lire trois courts extraits de cet ouvrage. Alors, Odyssée. J'ai 4 ans, peut-être 5. Le plus jeune de mes grands frères, de 2 ans mon aîné, commence à déchiffrer les lettres apprises à l'école. Il touche du bout des doigts un univers qui m'est encore inaccessible. Pour cela aussi, je l'admire. Et pourtant, au cours d'un rituel répété chaque soir qui suit le nombre de doubles pages d'un livre magique, il redevient celui qui a perdu la clé des lettres, des mots, des phrases et des récits. Chaque soir, après le bain, le dîner, les dents lavées, alors que nous sommes en pyjama, que l'heure du coucher se rapproche, nous nous installons sur le lit de nos parents. Dos calé sur des gros coussins, nous attendons avec impatience. Nous forçons l'image exemplaire des enfants sages, nous reportons nos chamailleries pour ne pas risquer d'être punis de cette lecture-là. Alors, maman arrive avec le livre de tous les mystères. C'est le seul qu'elle cache soigneusement afin de nous contraindre à respecter le rituel. Elle prend le temps de s'installer confortablement entre nous deux. Doucement, elle ouvre la page marquée la veille. Le contenu de ce livre est très différent des belles histoires que maman nous raconte habituellement. Livre de dessins et de textes, il dévoile aux enfants comment l'amour vient aux vivants. Aux humains, comment il rassemble 2 personnes dans l'âme et dans le corps, comment un bébé grandit dans un ventre et comment ensuite il vient au monde. Maman est au centre, entre mon frère et moi, tenant le livre, lisant la double page de sa voix chaude, avec lenteur, nous invitant à regarder attentivement chaque dessin, nous incitant à nous interroger, les commentant et répondant patiemment à nos questions. Chaque soir, jouant une partie que nous savons perdue d'avance, nous usons de tous nos registres, animés de l'espoir que maman ne referme pas le livre en disant « Nous nous retrouvons ici demain pour la suite de l'histoire » et qu'elle poursuive la lecture de la double page suivante. En vain. Nous rejoignons notre chambre commune, parfois nous reparlons du livre, parfois chacun dialogue avec lui-même dans le silence de son imaginaire intime. Nous attendons ce moment pour les mondes qu'il ouvre, celui d'une grotte secrète, dont le chemin est emprunté seulement de nous 3, celui d'un vaisseau sur lequel maman est notre capitaine, et mon frère et moi matelots, tous les 3 en route pour une odyssée, celle de caractère mystérieux dont maman magicienne connaît les secrets, comme celui du récit de la vie. Donc ça, c'est un premier extrême.
Puis alors, j'explore toujours maman. Maman m'entraîne sur un autre chemin. C'est un peu plus tard. Elle aime fréquenter 2 librairies. La librairie des femmes, rue de Seine, et dans le Marais, à l'angle de la rue des Archives et de la rue Rambuteau, la librairie Les Millefeuilles, lieu où j'aime aller. Une seule porte vitrée s'ouvre sur 2 espaces. À droite, un petit salon de thé aux délicieux gâteaux au chocolat. À gauche, un espace qui me semble immense. Maman et moi empruntons les dédales et 3 passages entre de grandes tables recouvertes de livres à portée de mon regard, de tentation et de doigts. Maman prend son temps. Quand je m'impatiente, elle m'invite à m'installer dans le salon de thé. J'attends qu'elle me rejoigne. J'éprouve un vague sentiment de jalousie à l'égard de tous ces livres qui la séparent de moi. J'aime quand elle me retrouve. Et j'aime plus encore lorsque, après s'être assis face à moi, près de la vitrine qui donne sur la rue des Archives, elle extrait de son sac avec un sourire un petit livre. Avant de me le donner, elle me demande de pousser la tasse de mon chocolat chaud, l'assiette de mon gâteau vers elle, de nettoyer la table. Elle répète à chaque fois « On n'expose pas un livre aux tâches alimentaires ». Maman a toujours mis les nourritures de l'esprit au-dessus des nourritures terrestres. Après seulement, elle dépose le livre devant moi. Certains d'entre eux ont traversé le temps et sont encore dans ma bibliothèque 50 ans après. Souvent, ce sont des livres imagés, aux textes très courts, écrits très lisiblement, aux propos résolument féministes, pour enfants. Des décennies plus tard, je les ai partagés avec ma fille, ils font partie de notre héritage familial. Ces livres et leurs enseignements sont restés sagement à attendre l'heure de leur retour en conscience, celle des graines qui auraient enfin germé et transformé mon endormissement en un engagement du côté des femmes en marche pour la reconnaissance de leur singularité. Cet éveil, je le dois à maman, engagée avec élégance pour quelque cause à contre-courant des âmes bien pensantes, attentives au souffle contraire d'une époque libératrice, à nos heures partagées dans ces 2 librairies, à ces quelques ouvrages pour enfants qu'elle m'offrit, sans prosélytisme radical, mais comme de discrets talismans transmis. Je le dois aussi à ma fille, dont les indignations adolescentes à l'encontre des abus quotidiens de la société patriarcale abreuvèrent les graines subtilement semées par maman et que j'ai longtemps délaissées. Voilà. Et puis je vais vous lire 2 autres extraits. L'épistolaire, la tentative empêchée. Donc, mes carnets étaient d'une silencieuse et absolue bienveillance à mon égard, lors des premières incursions dans le monde de l'épistolaire. Animée de la volonté de briser les silences par des lettres adressées à des tiers, pour tisser un lien distendu, inexistant ou tout simplement biaisé par l'apparence de nos vies, j'écrivais sur eux, sur moi, sur nous, sur un fait ou un rêve. J'allais jusqu'à terminer les lettres entamées. Certaines rejoignaient immédiatement un tiroir secret. D'autres, plus rares, entamaient un autre voyage. J'en pliais les feuilles, les glissais dans une enveloppe. J'écrivais le nom et l'adresse des destinataires. Je cachetais et léchais un timbre que je collais. Et puis, au dernier moment, avant de les glisser d'un coup sec dans la boîte aux lettres, je me ravisais, rentrais chez moi et les rangeais. L'épistolaire est une adresse à l'autre. Il implique une confiance souveraine. Les empêchements répétés dont j'ai conservé à travers les décennies les nombreuses traces dans un coffre cadenassé indiquent peut-être une forme d'intranquillité au cœur de l'espace de loyauté que j'imaginais pouvoir initier par ce lien. Certains jours, prise d'une rêverie confuse, j'imagine une révolution, celle de l'émancipation des lettres. Chacune d'entre elles viendrait interroger celle que je fus, celle que je suis devenue, sur leurs existences contrariées. Ensemble, nous tenterions de trouver d'autres horizons. Les destinataires vivants seraient sollicités. Quant aux morts, nous inventerions d'autres récits. Et si nous nous retrouvions ensemble face au mur du silence et de l'absence, alors certaines réclameraient que j'ouvre une brèche dans les pierres tombales, une fente nette pour les y glisser. Celles-ci
tombant sur le dessus en bois humide du cercueil, passerait de l'obscurité du tiroir de ma chambre d'adolescente au coffre fermé de ma vie d'adulte pour se trouver et se perdre dans le noir d'un tombeau. Je crois avoir entendu dans mon rêve éveillé l'une d'entre elles me demander pour réparation de me mettre à genoux avec une tenue élégante, sans éviter ni craindre de l'abîmer, de creuser avec mes mains la terre au pied d'un caveau. Elle a précisé que le trou devrait être assez profond, suffisamment pour que mes ongles soient noirs, mes mains sales et que certaines de mes phalanges soient ensanglantées. C'est un dialogue entre une lettre et moi. Et puis, dernier passage, c'est édité. Dans un esprit de résistance, j'ai créé une maison d'édition. Je l'ai appelée Sama. Ses débuts ont été marqués par la publication de 3 livres de fiction écrits par des hommes et le texte de sortie de résidence de création d'une jeune autrice. Je reconnais le caractère universel et intemporel de chacun de ces ouvrages que je souhaite accompagner dans le temps, refusant de soumettre l'éditrice que je suis, les lecteurs et lectrices et les auteurs et autrices à l'obsolescence des livres. Depuis la création de Sama, je m'interroge sur le peu de manuscrits reçus écrits par des femmes. Hormis les rares témoignages autobiographiques qui soulèvent des questions sociétales fondamentales, mais qui ne font pas nécessairement œuvre littéraire. Que raconte ce silence féminin ? La difficulté pour les femmes de se sentir légitimes à imposer dans leur vie un espace-temps dédié à la création. Le doute qui envahit et érode une confiance acquise chèrement par elles et non pas donnée par l'ensemble des sociétés. La voix et les mots des femmes ont toute leur place. Elles sont la moitié du monde et le monde a besoin de leur regard et de leur récit. J'ai une vision. Je vois cette petite communauté rassemblée, vaillante, d'auteurs et d'autrices, avancer sur un chemin à peine dessiné au cœur d'une forêt sombre et menaçante. Ils ne sont pas des acteurs de paix, prônés par un berger à ses moutons dociles. Ils sont acteurs valeureux du vivant. Leurs livres sont des petits cailloux semés pour les lecteurs et lectrices de demain, des traces qui invitent à rappeler que la souveraineté de notre humanité est là, dans l'exigeante culture des langages et de la vie. Tant qu'il y aura des humains, les effondrements seront contemplés à la lumière de l'aube. Voilà.